Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Je rappelle brièvement Bistrofig Pro, le thème c'est d'écouter plutôt des passionnés qui ont une approche plutôt professionnelle dans le milieu de la figurine, du jeu de société et ce genre de choses, mais toujours de près ou de loin avec la figurine. Dans ce numéro, j'ai le plaisir d'échanger, de discuter, même de trinquer avec Guillaume de apprendre la peinture sur figurine. Donc salut Guillaume. Salut, salut. Bah déjà je te remercie de m'accorder ces quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble. Non, mais merci à toi, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup échanger, partager comme ça, donc forcément quand tu me l'as proposé, direct j'ai dit oui, quoi. Bon bah nickel, nickel. Donc comme je t'ai dit, on est plutôt sur des gens qui ont vraiment une approche un petit peu professionnelle. Il me semble donc que c'est ton cas, hein, parce qu'on en a quand même brièvement parlé avant. Tout à fait. Donc tu as ta chaîne YouTube Apprendre la peinture de figurines, le site internet également. Et Oui. en gros, avant de parler de tout ça, est-ce que je peux savoir qui tu es? Parce que c'est intéressant de connaître un peu plus les gens qui se cachent derrière nos passions. Yes. Alors, qui je suis? Déjà, je suis Guillaume, donc je suis un grand enfant de bientôt 35 ans. Et oui, en effet, donc je suis aujourd'hui professionnel dans la figurine, dans la peinture. Et j'y suis arrivé parce que je suis avant tout un grand joueur. C'est pour ça que je dis que je suis un grand enfant. C'est parce que j'ai toujours joué depuis que je suis tout gamin. Au début, c'était avec mon père. On jouait à des jeux de société, tout ça. Et donc du coup, j'ai toujours eu le jeu dans le sang, on va dire. Donc tu as Après, plus commencé tard, très je suis jeune? arrivé. Ouais, ouais, en fait, j'ai eu cette chance-là, c'est que je parle de mon père, mais enfin, c'est même mes parents en général, avec même mes grands-parents, on a toujours joué, en fait, tout le temps. Depuis que je suis tout petit, par exemple, quand j'allais chez mes grands-parents, ils m'apprenaient à jouer aux cartes et tout. D'ailleurs, c'était un peu une de leurs fiertés. J'étais le petit-fils qui avait appris à jouer au barbu à l'âge de 5 ans et demi. Ouh. Je vois le délire, je vois le délire. Et donc ouais, j'ai toujours joué, que ce soit à des jeux de société, après un peu plus tard, enfin aussi des jeux de cartes, un peu plus tard des jeux de figurines, et puis aussi au niveau plus sportif en fait, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours aimé la compète, jouer, que ce soit au foot, au rugby, n'importe. Donc vraiment un joueur dans tous les sens et un passionné dans tous les sens, quoi. D'accord. Et alors, du coup, c'est à partir d'à peu près quel âge que t'en es venu à la figurine? Puisqu'aujourd'hui, c'est ton métier, mais t'as dû avoir un moment dans ta vie où t'as découvert ce truc. Ouais, et je m'en souviens très très bien. C'était entre la sixième et la cinquième. C'était l'été, les grandes vacances d'été entre la sixième et la cinquième. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et j'arrive chez mon meilleur pote de l'époque. On passe l'après-midi à se défoncer sur la Dreamcast. Enfin bref. La Et puis, Dreamcast. ouais. Et puis à un moment, il me fait: Ah, ça te dit qu'on peigne un peu des figurines? J'étais en mode: de quoi est-ce qu'il me parle, quoi? Et là, il me sort des orques de Warhammer Battle. Des pots, tu sais, à l'époque, c'était les pots qui s'ouvraient avec la capsule Ouais, par-dessus, un peu en ouais, ouais. métal, machin. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne. Et Les c'était pots la hexagonaux, première là. fois. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Et c'est la première fois du coup que j'étais confronté à cet univers de la figurine. Du coup, je rentre chez moi. Ah, papa, maman, il me faut des figurines, c'est trop bien. Non, t'en auras pas, c'est moche. Ok. Bon, bah, tant pis. Et puis du coup, bon, bah, les années passent un petit peu beaucoup même. J'arrive au tout début de mes études, en BTS là. Et je me retrouve dans la classe avec un pote en fait qui joue à des figurines. Et donc du coup, bah, ça me remet dedans. Donc je me relance. Et là, quand je dis je me relance, c'est genre un peu la frustration de j'en ai pas eu quand j'étais plus jeune. Ouais, Donc là, et puis tu commences à avoir un peu de sous. Enfin, là, tu es plus autonome sur cet aspect-là. Du coup, tu peux te faire plus plaisir. ouais, exactement.
Donc là, du coup, j'achète plein de trucs. Ça commence avec du Rohan, de la Bretonnie, de l'Elfe noir. Enfin, j'achète plein de trucs. Puis Donc là, fantastique. ouais, très fantastique. Très, très fantastique. J'ai jamais été branché sur l'univers 40 000, par exemple. Je suis moyennement fan de tout ce qui est futuriste, post-apo, tout ça. Donc je suis très... moi s'il y a du dragon, de l'épée, de la magie, Ouais, c'est mon kiff, quoi. ok, ok, ok. Et, euh, et donc voilà, quoi. Du coup, je commence là. Ça dure pas très longtemps parce qu'après les études, machin, tout ça. Et puis finalement, là, je m'y suis remis il y a... alors je sais plus, je tiens plus le compte, mais ça doit faire entre 3 et 4 ans maintenant. Et alors, du coup, donc tu m'as parlé d'un BTS. Il n'y a pas de BTS peintre de figurines. Non, Du coup, je pense que ça tu étais n'existe dans pas. un tout autre domaine. Ouais. Euh, tu bossais avant dans un milieu en particulier ou après tu peux ne pas répondre, hein. C'est vraiment des questions juste pour en connaître un petit peu plus sur. Ouais, bien sûr. Non, non, ouais, je bossais. Alors en fait, j'ai un parcours un peu chaotique, on va dire, en termes d'études. Depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours voulu faire vétérinaire. Mais quand je te dis tout gamin, c'est depuis que je sais ce qu'est un métier, mon métier égale vétérinaire, quoi. Donc du coup, j'ai construit toute ma scolarité par rapport à ça. Puis après, je suis arrivé en prépa veto. Ça s'est hyper mal passé. Ouais. Genre, j'étais en mode ah, trop bien, ça fait des années que je cravache pour avoir des bons résultats, pour pouvoir enfin me spécialiser. Et là, t'arrives en prépa veto, en fait, c'est archi pas spécialisé du tout. Ouais, Donc, ouais, ça a ouais, été ok. vraiment la douche froide. Du coup, j'ai pas suivi, j'ai pas réussi à voilà, me motiver suffisamment pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc, j'ai arrêté. Et après, j'ai fait 3 années, dont le BTS, là, j'ai fait 3 années de bio. Ensuite, j'ai fait 2 années de marketing. Donc, tu vois, j'ai fait grand écart, quoi. Ouais, ouais. Et puis je suis arrivé, j'ai commencé à bosser dans le marketing à la sortie de l'école, quoi. Et t'avais toujours Pendant- quand même la passion des figurines en même temps que tu faisais ces boulots. Bah non, justement, en fait, je te dis, j'ai fait ça. Je pense que j'ai dû avoir des figurines. Alors attends, je suis un peu en train de réfléchir. Je crois que j'en avais encore, parce que je les ai toujours, bien évidemment, je les ai gardés, mais genre la dernière fois que j'avais essayé d'y toucher un petit peu, je crois que je crois que j'étais en master, non, en licence pro, tu vois, j'étais en troisième année après le bac. Et puis après, là, pour le coup, j'ai complètement lâché l'affaire. Ouais, Je les ai ouais. mises dans un carton et puis je les ai pu toucher jusqu'à il y a 4 ans, quoi. Il y a un truc qui a dû te. Enfin, c'est le cas pour, je pense, la majorité des joueurs. C'est le côté émulé par des potes. Ouais, Là, dans le parcours que tu me racontes, souvent, hein, le déclencheur, c'est il y a un pote qui joue et bim, tu relances le truc. ouais. Donc ça prouve bien quand même que c'est, même si on passe énormément de temps seul derrière les pinceaux, et en tant que peintre pro, tu sais de quoi je parle, ça reste quand même une passion où on a besoin d'échanger entre passionnés. C'est vital dans le fait de garder la hype. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais complètement. Et d'ailleurs, ça se voit parce que, alors, tous les profils de figurinistes ne sont pas les mêmes, évidemment, mais il y a un profil qui me semble être quand même assez présent. C'est le profil du ah, il y a une nouvelle armée. Et j'en parle avec mes potes et oh, bah en fait il me la faut et donc du coup en fait tu t'entraînes comme ça. Ouais. Et aussi le côté tu sais alors là pour être plus peinture, le côté choix des armes, soit vraiment le choix des armes monté en mode il y a vraiment le truc, on l'inscrit noir sur blanc, ou juste en parlant entre potes, Ouais. en mode bah tiens on est sur Discord, ah viens on se chauffe, on se fait un rapport de bataille full peint à telle date, du coup il faut que ce soit peint et tout, donc ouais Ouais, ouais, je carrément, vois. Donc le concept carrément. choix des arbres, juste pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un peu Games qui avait lancé ce thème-là, il me semble, où le concept c'était de se filer un planning, un espèce de rétro-planning de peinture entre potes, pour que à telle date il y ait telle unité qui soit peinte. C'est de se faire un agenda en fait, pour qu'au final on joue avec des figurines peintes. Parce que Ouais. on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui jouent avec des figurines non peintes. Alors sur internet on voit énormément de rapports de bataille avec des figurines magnifiques, mais ça représente pas nécessairement la réalité. Beaucoup de gens mettent juste 3 coups de pinceau sur les figurines, voire pas du tout en fait. Ah, je te le confirme. Enfin, alors moi, pour le coup, à l'époque, enfin, je faisais partie des scandaleux, hein. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de jouer avec une unité de socle.
Ouais. C'est- Bah, au tout début, moi aussi, mais c'est plus parce qu'il y avait l'aspect finance qui me permettait pas d'acheter les figurines. Tu vois, je Ah me non, moi souviens. je les avais, mais Ouais. je les avais, c'est juste que la flemme, quoi, en fait. C'est Donc, du scandale. coup, ça me permet de rebondir sur un truc. L'aspect quand même règle, tournoi, optimisation de liste, tactique, c'est quelque chose qui te plaît. C'est vraiment un nœud important du jeu, quoi. Pas du tout. D'accord. Alors vraiment pas. En fait, si tu veux, ceux qui me connaissent bien le savent, en fait, parmi mes potes avec qui je joue. Limite, moi, je te dis les unités que j'ai. Si tu veux me faire une liste d'armées pour que je joue avec, ça me va très bien, tu vois. Ouais, je vois le délire. Vraiment. En fait, la construction de liste d'armées m'intéresse pas plus que ça. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai tellement basculé du côté peinture Hmm. que je préfère passer 10, 15, 20 heures de plus sur la peinture plutôt que de me pencher sur mon BT, d'optimiser le truc et tout, sachant qu'en plus, BT Battle Tom, hein. oui, Mais ouais. Battle Tom, pardon, livre de bataille même Ouais, maintenant. c'est ça. Mais en gros, si tu veux, en plus, il y a deux crans, on va dire, dans ce que tu dis. Il y a vraiment le truc d'apprécier, lire son livre de règles et Mhm. construire son armée. Et ensuite, l'échelon du dessus, si tu veux, pour moi, c'est j'optimise. Alors, l'optimisation, moi, c'est vraiment out, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas parce que du coup, ça veut dire qu'il faut pas simplement lire ses règles à soi, il faut lire les règles de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Absolument. Absolument. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas. Je préfère passer du temps à peindre puis à jouer directement plutôt que de passer du temps dans l'analyse, en fait. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, déjà, au moins, je te connais un petit peu mieux. Je devine très, très brièvement ton parcours, donc c'est cool. Donc, 35 ans, on n'est pas très loin. Moi, j'ai 39. Yes. Euh, Là, ça fait... concernant l'aspect peinture de figurines, Ouais. est-ce que tu as fait des études ou des formations diverses qui t'ont amené à perfectionner ton niveau de peinture? Puisque aujourd'hui, tu es professionnel dans le milieu. Ouais. Alors, des études, des formations, comme on l'entend habituellement, par exemple les beaux-arts ou Ouais, des ouais, ouais. études, des études d'art d'une manière générale, ça non, j'en ai pas fait du tout. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours chez des peintres professionnels Ouais. et je continue d'en prendre régulièrement d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça t'a aidé, t'as senti des steps passer quand Ouais, tu... complètement. Ouais. En fait, alors, faut pas se leurrer sur le fait de prendre des cours. C'est pas, j'arrive dans un cours, je peins à un niveau 10 sur 20, je sors du cours, je suis passé à 14. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, en effet, à partir du moment où on va prendre le cours au bon moment, et quand je dis au bon moment, pour moi, c'est à un moment donné où on a un blocage qu'on n'arrive pas à passer, et que du coup on vient travailler sur ce blocage en particulier, ça permet de le lever beaucoup plus rapidement que si on le fait en autodidacte. Ouais, Alors, bien évidemment, c'est dépendamment du peintre qu'on va du voir, hein. profil, ouais. Il faut qu'il soit déjà pertinent, qu'il ait une bonne pédagogie, tout ça, bien sûr. Mais ça, après, c'est plus c'est du ressort du choix du peintre, quoi. Hmm. Mais oui, oui, pour moi, ça fait quand même bien step up parce que encore une fois, on met le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à faire, et la personne est là pour nous Ouais, l'expliquer. ouais, bien Donc sûr. ça débloque et ensuite, pouf, ça Ouais, permet de ouais. continuer sa progression. Mais toute façon, il n'y a pas de secret. Bon, dans la peinture, c'est vrai, mais dans beaucoup d'autres cas, se faire aider par... souvent, j'utilise le terme de mentor, il est excessif, mais en quelque sorte, parfois, le mentor, le professeur, le pédagogue qui va nous Mhm. aider, n'est pas nécessairement meilleur que l'apprenti. C'est juste que parfois, il va lui permettre de, justement, comme tu l'as dit, de débloquer une étape. Ouais. Parce que c'est une approche extérieure aussi. C'est de l'analyse de comment tu peins aujourd'hui, vers quoi tu veux aller. Et souvent, quand on est derrière ses pinceaux tout seul, on est tous pareils, on a les mêmes routines. Et des fois, il faut savoir les changer un peu, les faire évoluer, quoi. Ouais, complètement. Oh, puis c'est tout à fait juste hein, ce que tu dis. Je pense il y a pas nécessairement besoin de hiérarchiser les compétences en fait de chacun. J'ai toujours tendance à croire que
que pour que quelqu'un soit bon professeur, il lui suffit d'être. Alors, il suffit, c'est un grand mot parce que c'est pas simple, mais il faut qu'il soit bon pédagogue, ça par contre c'est indéniable. Mm. Et ensuite, il faut simplement qu'il maîtrise le sujet pour lequel la personne vient le voir. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, mettons que quelqu'un a déjà, alors bien évidemment l'exemple est un peu improbable, mais quelqu'un qui a déjà gagné des concours de partout, j'en sais rien, des Golden Demon, tout ça, qui maîtrise absolument pas le brossage à sec. Eh ben, il va voir quelqu'un qui ne fait que du brossage à sec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui le maîtrise à 100%, mais qui ne maîtrise que ça, Mm. ben, il aura quelque chose à en tirer. Donc c'est vrai que ça, c'est assez juste, je trouve, ce que tu dis. Ouais, 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 absolument. Ça me rappelle une fois où, pour un projet de décor imprimé en 3D et tout le bordel, je voulais, tu vois, c'est pas de la peinture, mais dans le fond, ça y revient un peu. Je voulais intégrer des LED à l'intérieur et surtout prévoir tous les chemins électriques à l'intérieur pour que les gens aient plus Mhm. qu'à mettre leur câblage et tout le bordel. Et en fait, n'y connaissant rien en électronique, je suis allé voir un mec qui fait du réseau ferroviaire. Ok, ah oui, Et d'accord. du coup, bim, ça a été l'ouverture totale de ce truc-là. C'est un mec ultra spécialisé, justement. L'électronique, pour le coup, dans le HO et dans le train ferroviaire, c'est ultra spécialisé. Et ouais, ouais, ça m'avait débloqué aussi pas mal de choses. Alors, ça veut pas dire que je suis bon maintenant dans ce domaine, mais au moins, ça m'a ouvert à ça. Ouais. Donc, Du coup, je me permets une petite question parce vas-y, que vas-y. tu me demandais si j'avais pris, enfin si j'avais suivi des formations, quelles qu'elles soient ou quoi. Moi, ce que tu fais, hein, la sculpture, la modélisation, tout ça, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je comprends même pas comment c'est possible. Donc du coup, bah voilà, pareil. Est-ce que toi, t'as fait des formations par rapport à ça? Alors non, dans la 3D et l'utilisation des logiciels, parce qu'en fait le gros du boulot, c'est d'apprendre à maîtriser un des logiciels Hein. 3D. Non, j'ai fait vraiment énormément d'autodidacte et surtout, en fait, au départ, 99% d'échecs, on va pas se mentir. Ouais. Et surtout une grosse, comment dire, ce que je veux dire, c'est du step by step. C'est-à-dire qu'en gros, je suis parti au départ sur des logiciels d'une simplicité extrême. Et j'ai essayé de les pousser dans leurs limites. Je pense à Tinkercad, 3D Builder, des logiciels où en fait tu fais du bloc, limite du Minecraft en fait. Ce qu'on Oui. appelle du voxel. Et du Ok. coup, j'ai commencé à faire ça. Alors évidemment, pour ce genre de choses, souvent tu fais de l'architectural, des décors, ce genre de choses. Ouais. Et quand j'ai été limité par ces logiciels où je me suis dit, c'est bon, là, je le maîtrise, je peux faire des maisons en 7 minutes, je connais tous les raccourcis et tout, et bah très vite, je suis passé sur un autre logiciel où je suis reparti quasiment de zéro, mais pas tellement parce que t'as quand même des mécanismes qui se retrouvent dans beaucoup de logiciels. Et j'y suis allé comme ça par étapes pour aller vraiment du logiciel le plus teubé au logiciel le plus complexe que je ne maîtrise pas encore. Par exemple, des logiciels comme ZBrush ou Blender, je commence à bien les connaître, mais je suis encore très très loin d'avoir débloqué l'intégralité des possibilités. Puis après, il y a aussi Hmm. l'aspect artistique, et d'ailleurs, tu vois, ça me permet une transition intéressante. Toi, tu es peintre pro, du coup depuis combien de temps Depuis combien de temps tu t'es mis à ton compte? Alors, là maintenant, ça fait 2 ans. Tuc, tuc, tuc. Alors, ça fait pas tout à fait 2 ans et demi que j'ai quitté mon précédent boulot. Mhm. Après, si vraiment on parle d'activité vraiment où je me suis. Parce que bon, entre la période où tu quittes ton taf et où tu commences vraiment à Ouais, bosser, machin, tout ça, il y a quand même un petit délai. Donc là, ça fait 2 ans, quoi. ok. J'imagine que, alors sans rentrer trop dans le détail de ton entourage, mais Mhm. c'est quand même une phase importante quand on va se lancer à son compte. Est-ce que tu as eu le soutien de tes proches? Pas trop d'inquiétude? Tu vois, c'est des moments qui sont complexes hein, à gérer sur le plan privé. Parce que Complètement, ouais. dans le monde dans lequel on vit, bah, il faut des sous pour payer les factures, il faut Ouais. la sécurité, entre guillemets, quoi. Est-ce que Ouais. c'est une transition qui s'est plutôt bien passée pour toi ou ça a été plutôt compliqué? Alors moi, je pense que ça aurait été difficile d'en avoir une meilleure.
Déjà, la première raison, c'est que mon ancien employeur a été suffisamment intelligent pour que ça se passe bien. Mm. Déjà, ça c'est une première chose, hein, on va pas se mentir, c'est aussi quelque chose qui peut ajouter de la tension. Enfin, si tout de suite ça commence à être très tendu, qu'il n'y a absolument aucune négociation possible, notamment pour le départ en rupture conventionnelle, Ouais, ouais, qui ouais. apporte quand même des avantages qui sont absolument non négligeables. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mais la chose qui a été la plus déterminante pour le coup, c'est ma femme en fait, parce que c'est elle qui m'a vraiment poussé à le faire, quoi, si tu veux. C'est moi, j'avais mille et une questions par rapport à ça, plus que des questions, des craintes forcément. Mm. Tu vois, t'as pas envie de te planter, t'as pas envie de, bah, comme tu le dis, hein, de plus ramener d'argent, du coup d'être un Et peu puis en galère. potentiellement, du coup, d'ajouter des problèmes à quelqu'un qui a rien demandé. Euh, Exactement, ouais, tout à fait. En plus, nous, on a cette chance-là, c'est que tous les deux, avec ma femme, voilà, on a toujours eu un très très bon équilibre dans tous les sens du terme, dans notre couple, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, tu te poses la question, tu te dis, ben, si ça se passe pas bien, est-ce que ça va pas mettre ça en péril aussi? Et mm, j'y tiens, donc j'ai pas envie, tu vois. bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas simple. Mm. Mais là, pour le coup, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir son soutien et même encore une fois, c'est elle qui m'a vraiment poussé en mode, bah non, ce que tu fais aujourd'hui, ça ne te convient plus. Là, tu penses avoir une opportunité qui pourrait te convenir. Fonce. Et puis, si ça fonctionne pas, eh ben, tu retrouveras un boulot. Et puis Et voilà, quoi. je vois le délire. Ça se trouve, elle avait moins peur que toi. Ah, mais elle avait moins peur que moi, Ouais, non, mais clairement. je vois. Ah Je ouais, vois. ouais, ouais. Elle le prenait avec beaucoup plus de recul que ce que moi je pouvais le faire. Après, c'est aussi parce que, bah, en gros, s'il y a un problème, c'est pas de sa faute, c'est le mien. Mm. Mais en tout cas, enfin, moi, c'était comme ça que je le voyais. Ouais, ouais, bien Alors sûr, que bien sûr. je suis sûr que c'était même pas comme ça qu'elle le voyait. Ça devait être plutôt du genre, bah, s'il y a un problème, c'est le nôtre, et puis bah, tu seras suffisamment réactif pour reprendre un job, tu vois. Ouais, ouais. Alors du coup, ça c'est vrai que ça c'est incroyable quand tu te lances là-dedans dans une aventure qui est si stressante avec autant d'inconnus, le fait d'avoir une base de soutien solide, Ouais. c'est très très fort. Alors après, ça n'a pas été accepté aussi bien par tout le monde dans ma famille. C'est vrai que par exemple, je prends mon père a été beaucoup plus surpris et dubitatif sur mon choix, quoi, parce que j'avais une très belle position au boulot, je gagnais très bien ma vie et la quitter, bah, forcément, c'était compliqué. Mm. Donc lui, il le voyait plus bah, avec cet aspect sécuritaire. Mais bon, voilà, à partir du moment où tu bosses, et j'ai eu la chance que ça se passe plutôt très bien tout de suite, bah du coup, ça rassure tout le monde et puis voilà quoi, Ouais, moi y ouais. compris. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais effectivement, c'est quand même vraiment quelque chose de super important, c'est l'entourage. Il t'en a toujours qui ont des inquiétudes, hein, forcément. Ouais. Souvent, c'est les darons et les daronnes, on va pas se mentir. Mais ouais, ouais, c'est carrément vital de pas avoir ce poids-là en plus au moment où tu te lances. Ouais. Du coup, on en vient aussi brièvement à qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en fait. Alors, j'ai cru comprendre hein, que c'était service de peinture, mais aussi et surtout aide à la progression, formation en Mhm. quelque sorte. Tu peux m'en Ouais. dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, en effet, bon, bah, comme beaucoup de peintres professionnels, quand tu te lances, ce que tu fais en priorité, c'est les services de peinture, quoi. Mm. Parce que bah, c'est ce qui est le plus accessible, entre guillemets. Mais moi, dans mon esprit, c'était pas forcément ce vers quoi je voulais m'orienter. Parce que bah, le service de peinture, c'est très cool, hein. Tu peins, tu vis de ta passion, c'est hyper sympa. Maintenant, voilà, il y a aussi beaucoup de contraintes. Et quand une passion devient un boulot comme ça, et que c'est plus fait parce qu'on en a envie, mais parce qu'il faut le faire, bah, ça peut être un peu contraignant. Ouais. Et je voulais absolument éviter ça, en fait. Donc moi, si tu veux, je suis vraiment parti du côté plus apprentissage, parce que c'est aussi ce côté partage de connaissances qui me plaît. Mm. Aider les gens à progresser dans quelque chose qui leur plaît, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est à chaque fois que quelqu'un me dit tu m'as aidé à progresser, que ce soit un tout petit peu, beaucoup, ou même juste c'est toi qui m'a incité à me lancer, aujourd'hui je le fais et c'est cool. Moi à chaque fois ça me transporte parce que je trouve ça vraiment incroyable. Et donc du coup, aujourd'hui par rapport à ça, ce que je propose c'est deux choses. C'est soit des cours
en particulier à la maison, chez moi, soit ma formation en ligne. Et en fait, c'était surtout ce deuxième projet qui était pour moi le plus ambitieux, Mm. parce que bah, c'est celui qui demande forcément le plus d'investissement, aussi bien en temps, mais aussi en logiciel, en matériel, tout ça. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour toucher une communauté la plus large possible, pour pouvoir justement créer cette émulation dont tu parlais tout à l'heure, pour que tout le monde se motive à peindre et Ouais. tout, et que vraiment les gens progressent, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ce sur quoi je bosse le plus, c'est cette formation en ligne. Donc j'ai une école que j'ai construite sous un site qui permet de construire des écoles en ligne, quoi, qui s'appelle en l'occurrence Schoolmaker. Et j'ai créé l'école Apprendre la peinture sur figurine, où pour l'instant je propose une formation qui s'appelle Ma Première Figue. Donc c'est une formation qui se destine plutôt aux débutants. Alors je dis plutôt aux débutants parce que si quelqu'un n'a jamais touché de pinceau, eh ben, il est capable de suivre cette formation de A à Z et à la fin de savoir peindre Mhm. des figurines de manière correcte. Maintenant, j'en ai beaucoup qui sont arrivés en me disant qu'ils n'étaient pas débutants. Ils étaient un peu au début sceptiques, justement par cet aspect très débutant. Et au final, j'en ai très très peu qui m'ont dit que, je crois que j'en ai eu deux, si je dis pas de bêtises, qui m'ont dit que la formation leur convenait pas. Ça fait partie du deal. Enfin bref, je vais pas rentrer dans trop de détails non plus, Mhm. mais ça fait partie du deal, je les ai remboursés. À part ces deux personnes-là, tout le monde a été super satisfait. J'ai des retours qui sont incroyables, donc vraiment, je suis hyper content. Et aujourd'hui, cette formation, elle compte plus de 200 élèves. Ok, et alors concrètement, comment ça se passe? C'est des formations en live? Je connais pas du tout Schoolmaker? Schoolmaker. C'est des Mhm. formations où ils doivent se connecter, tu sais, un peu comme quand tu vas je sais pas, à ton cours de piano. Faut que tu te connectes à telle heure, à tel endroit, ou c'est que de la rediffusion et en fait ils peuvent accéder à plein de vidéos sur thème, etc. Ouais, c'est plutôt le deuxième cas en fait. Parce que concrètement, comment ça se passe? C'est que j'ai réfléchi à une formation qui me semblait cohérente dans la progression d'un débutant qui se met à la peinture sur figurine. Mhm. Donc du coup, on va avoir cette formation, elle va être répartie en plusieurs chapitres, 6 chapitres en l'occurrence. Le premier chapitre, il va traiter de tout ce qui est préparation du projet de je me mets à la peinture sur figurine. Donc l'état d'esprit à avoir pour bien progresser, le matériel, donc je détaille tout le matériel, ce qu'il faut acheter, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas, tout ça. Puis ensuite, on va passer au deuxième chapitre où là, on va parler plus spécifiquement de la préparation de la figurine en elle-même. Donc tout ce qui va être dégrappage, ébarbage, collage, soclage, ce genre de choses. Puis ensuite, on va passer sur les vraies étapes de peinture. Donc, le chapitre 3, c'est les couches de base. Mhm. Le chapitre 4, c'est les ombres. Le chapitre 5, c'est les lumières. Et le chapitre 6, c'est tout ce qui est finition et effet un peu waouh. Donc, du coup, ça permet d'avoir l'intégralité des informations pour dire aujourd'hui, je ne sais pas peindre une figurine correctement, ou je ne sais pas peindre tout court, et j'arrive à la fin avec une peinture qui est du joli tabletop, D'accord. avec, en plus de ça, non pas, donc c'est pas une succession de tutos, c'est une succession de démonstrations, de cours théoriques et de mise en application, Mhm. avec des petits Ok. exercices à faire à la maison et tout. Ok, Ouais, c'est il y cool. a vraiment le truc jusqu'au bout. Et c'est un format de plutôt VOD, on va dire. Ok. Si ce n'est que, il y a un bémol à ça, c'est que quand on arrive sur la formation, on n'a pas accès directement à toutes les vidéos parce que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une progression Un déroulé. cohérente, un déroulé, voilà, c'est ça. Mhm. Parce que sinon, si on vient piocher dans ce qu'on veut, finalement, bah, autant le faire sur YouTube. Et puis voilà. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, je vais vraiment d'un point A à un point B. Donc moi, je donne un plan de route. Et donc, du coup, il y a une vidéo qui se débloque par jour. Et Ok. ce, pendant quasiment 3 mois. D'accord, ok. Ok, ok. Ah ouais, c'est une super idée, effectivement. C'est une approche intéressante de volontairement vouloir les accompagner. En fait, limite, un peintre qui peint déjà, pas forcément d'un excellent niveau, Mhm. peut très bien se dire, allez,
je veux monter mon niveau de peinture, j'ai déjà des bases, viens, je repars à zéro, entre guillemets. Je mets ça entre grands guillemets parce que dans le fond, il a quand même déjà quelques compétences. Mhm. Mais le but étant de repartir vraiment de la base. Donc non, le concept me semble vraiment, vraiment cool, quoi. Yes, Ok, bah merci. ok, ok. Et bah du coup, au moins, je sais, voilà, je vais mettre les liens, hein, juste en dessous, là, le lien de School. Ah putain, j'ai encore bouffé le nom, je suis désolé. Schoolmaker, bah, c'est pas grave en fait, parce que de toute façon, finalement, Schoolmaker, ça n'est que, La enfin, ça n'est que, plateforme. c'est un interface professionnelle, une interface professionnelle en fait. D'accord. Pour les peintres, c'est complètement transparent. C'est une école à apprendre la peinture sur figurine. Ok, ok, ok. Mais de toute façon, voilà, je vais mettre le lien juste en dessous. Un petit peu après, j'ai une petite série de quiz, histoire de casser aussi un petit peu la discussion. Mais Bien avant, sûr. j'aimerais te demander, toi, tu peins aujourd'hui essentiellement pour les autres ou ça t'arrive encore de peindre pour toi? Alors, ça, on va dire, ça va dépendre du moment dans l'année. Ouais, de la charge de travail, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est comment dire. Aujourd'hui, j'ai une activité qui, du fait de cette formation, est assez fluctuante en termes de revenus. Hmm. Et donc, du coup, bah, moi, je me gère un peu ça. Et quand je considère que j'ai gagné ce qu'il me faut pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois, bah, c'est les moments où je vais m'accorder plus de temps pour ma peinture perso. Mais concrètement, bah là, si je commence à me remettre à ma peinture perso, quoi. Ok, ok, ok. On a eu une petite phase de coupure, mais pas d'inquiétude, c'est bon, c'est repris. Ok. Ok, est-ce que, dernière question à propos de la formation que tu proposes, et même toi, à titre personnel, est-ce que tu peins à Hmm. l'aérographe, et est-ce que tu en parles un petit peu dans ta formation, ou pas du tout? Alors, je peins à l'aérographe, oui. Je n'en parle pas dans la formation pour deux raisons. La première, c'est que c'est une formation qui s'adresse quand même aux débutants, avec aussi comme objectif de réduire les coûts, les coûts, les investissements en termes de matériel. Donc forcément, un aérographe, bah, tout de suite, c'est un coût supplémentaire Ouais, qui n'est pas forcément indispensable. Mais aussi, la raison la plus importante, c'est que aujourd'hui, je me considère pas comme suffisamment à l'aise et suffisamment expert sur le sujet pour avoir la légitimité pour donner des cours. Évidemment, ça m'est déjà arrivé de donner des cours en privé en intégrant de l'aérographe parce que je l'utilise dans mes processus de peinture. Mais je sais pas, je me sens pas encore suffisamment pertinent sur le sujet, donc je préfère ne pas le faire, c'est quoi. très bien, c'est très bien. Effectivement, il vaut mieux attendre de... Et malheureusement, c'est la pratique qui fera que... Et du coup, c'est que les années passées à utiliser l'outil qui va Mm, te mm. permettre enfin de savoir si... si je vois tout à fait le délire. Ouais. Ce que je te propose, c'est du coup, on parlait très brièvement d'aérographe. J'ai une espèce de mini quiz. Donc, on va voir tes connaissances et puis tes connaissances. Alors, tout est relatif là parce que c'est pas lié vraiment à la peinture, mais le but étant aussi d'apprendre des choses aux gens qui potentiellement nous écoutent. Puis même nous, Yes. moi pour le coup, j'ai appris des trucs en essayant de réfléchir à ces questions. Donc, on va enchaîner sur l'aérographe. Est-ce que tu saurais me citer la marque la plus connue d'aérographe? Bah, je pense que la marque la plus connue grand public, ça doit être Harder Steenbeck. Absolument, absolument. Harder Steenbach. Est-ce que tu as une idée depuis combien de temps existe cette entreprise? Waouh. Alors ça, non, absolument aucune. Eh bien, Harder Steenbach, ça a littéralement, que je te dise pas de bêtises, plus de 100 ans en fait. 100 ans? Ah ouais, waouh. Plus de 100 ans. Alors attends que je dise pas de conneries. Je couperai un petit peu ce moment-là parce que tu vois, je suis en train de galérer sur mes onglets. Hop, hop. Oui, donc Harder et Steenbach, ça a pas plus de 100 ans parce que là, on est en 2022. Ça a 99 ans. En fait, ça a été créé en Ok. 1923 à Hambourg, donc c'est une entreprise allemande,
par deux mecs, August Harder et Wilhelm Steinbach. Donc ils ne se sont pas emmerdés, ils ont pris les deux, ce sera le nom de la boîte. Ouais. Ils ont, à la base, ils faisaient beaucoup de matos pour les radios, puisqu'on était vraiment dans la phase d'explosion d'utilisation de, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont probablement pas commencé avec des aérographes spécialisés peinture sur figurine, quoi. Exactement, exactement. Donc c'était surtout vraiment de l'usinage métallique, mais tout petit. Des oscillateurs, des condensateurs, des aiguilles, vraiment quelque chose de tout petit. On n'était pas sur de la grosse industrie avec des grosses machines. Bon, en 29, ils ont galéré parce que crash de 29, donc ils ont failli perdre la boîte. Et puis finalement, en gros, ça a été plutôt calme jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1950, ils ont sorti leur premier aérographe, qui était un truc vraiment plus gros, qui était destiné à faire de la peinture sur carrosserie. Et puis au fur et à mesure des années, ça a fait que réduire, pour arriver maintenant aujourd'hui à des outils qui sont un peu des bijoux d'orfèvrerie, parce qu'on a vraiment des pièces très très fines à l'intérieur. Je pense au Infinity avec les aiguilles d'ultra détail. Donc, voilà. Je crois que ça descend jusqu'à du 0,15. Je suis pas sûr qu'il y ait du 0,1. Il y a du 0,08. Ah, ça descend jusqu'à 0,08. Ok. Wow, mais tu fais quoi avec ça? C'est pour peindre les yeux. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, faire des drapés sur les tissus, les capes, ce genre de choses. Mais bref, des trucs de taré, quoi. D'ailleurs, je pense qu'ils sont passés aussi par le côté pâtisserie, parce que ça s'utilise aussi en pâtisserie, les aérographes. Ouais, je me demande si c'est pas un dérivé qui est arrivé plus tardivement. Parce qu'il a fallu l'arrivée des colorants alimentaires. Ouais. Et je crois que les colorants alimentaires, c'est pas si vieux que ça. D'accord. Okay. Mais bon, bref. Donc voilà, Harder et Steinbach, et aujourd'hui un modèle qui est assez connu dans le milieu, c'est le Infinity ou le Evolution, qui sont ça reste des aérographes qui sont chers. Je sais pas si t'en possèdes un de comme ça vaut 200, 300 balles, quoi. Ouais, moi j'ai un Evolution. Après, pour le coup, le Evolution, il est quand même plus accessible que l'Infinity. Ouais. Et dans la même gamme, dans la déclinaison, ils vont avoir aussi le Ultra, qui est encore un cran en dessous du Evolution. Mais ces trois-là, c'est déjà de l'aérographe de qualité, même si on prend le moins bon des trois, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'était les petites infos sur Harder et Steinbach, et au moins tu m'as cité le nom de l'entreprise, donc qui a 99 ans aujourd'hui. Ça veut dire que l'année prochaine, pour les 100 ans, les gars, vérifiez, il y aura peut-être des promos. Hein. À mon avis, ils vont peut-être nous sortir un modèle spécial 100 ans, tu vois. Ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible aussi, ouais. Modèle anniversaire. Ouais. Ensuite, alors ça, c'est une question facile. Surtout toi en plus. Ça veut dire que je peux pas me planter alors. C'est ça. C'est une question facile, surtout toi en plus. Tu m'as dit au départ que tu avais un passif avec une vraie volonté d'être vétérinaire, donc c'est relativement simple. Les pinceaux qu'on utilise aujourd'hui ont une majorité, les plus vendus aujourd'hui pour la figurine ont des poils synthétiques, mais il y a une autre type de pinceau ultra connu. Tu saurais me citer le type de poil que c'est? C'est les Kolinsky, donc c'est les poils de martre. C'est ça, exactement. Les poils de martre, un petit animal qui vient de Sibérie, qui est tout mignon. Et on lui arrache ses poils pour en faire les pinceaux. C'est ça, on est quand même une belle bande de saligots, quoi. D'ailleurs, je crois qu'en anglais, c'est sable, le terme. Comme sable, quoi. Ouais. Si vous voyez écrit ça sur vos pinceaux, ça veut dire aussi que c'est du poil de martre. Ouais, absolument. Et donc c'est un petit animal, je vais montrer une photo en même temps, qui est de la famille des mustélidés. Donc je connaissais même pas le terme, tu vois, moi aussi j'ai appris un truc en lisant ça. Les mustélidés, c'est quoi? C'est tout ce qui est hermine, tout ça, non? C'est ça. Okay. C'est ça, exactement. Les belettes ou... Et la majorité de la production aujourd'hui des poils de martre pour nos pinceaux, ça vient de Sibérie, voire un peu du Japon, puisque ce sont des zones où elles prolifèrent et où j'imagine c'est facile aussi de les faire se reproduire, etc. Il y a peut-être aussi moins de protection animale qui vient casser les couilles à ce genre d'entreprise. Je suis pas en train de dire que j'aime pas la protection animale, pas du tout. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être moins de réglementation aussi, ce genre de choses. Ok, et ensuite, est-ce que... alors c'est l'avant-dernière question, est-ce que tu
est-ce que tu as déjà peint à la peinture à l'huile? Des figurines à la peinture à l'huile? Alors, j'ai essayé. Et j'ai pas peint entièrement, j'ai essayé une certaine technique pour faire des sortes de lavis avec des peintures à l'huile. J'ai essayé ça il y a pas très très longtemps, ouais. D'accord. C'était avec une marque en particulier? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Oh, très très bonne question. Je me demande si c'est pas des peintures Winsor et Newton, D'accord. si Dans... je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. C'est des tubes, un peu comme de la Ouais, tout gouache. à fait, ouais. Ouais, 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 ouais. je vois. Donc oui, ça doit être ça. Il y a une autre marque qui est assez connue et surtout qui a été très connue par les gens qui sont peut-être un tout petit peu plus vieux que nous, qui faisaient de la maquette, qui s'appelle Mhm. Humbrol. Ah oui, oui, oui. Tu te souviens de Mhm. ces petits pots en ferraille où il fallait Ouais, un tournevis pour les ouvrir? ouais. Encore une question sur le passif. D'après toi, déjà, Humbrol, ça vient d'où dans le monde? Waouh. Je vais tenter un truc au pif. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Moi aussi, j'ai appris des trucs, hein, donc y a aucune. Avec un nom comme ça, je sais pas, Allemagne ou Ouais, Allemagne ou Scandinavie, Allemagne. c'est ce que je me disais aussi au début, Humbrol, je sais pas pourquoi. Déjà, il y a un H au début et du coup, on a tendance à dire. Et en fait, non, c'est anglais. D'accord, ok. C'est ça. Ça s'appelait la Humber Oil Company. Ah, Euh, ok. et ça date aussi de 1919, où au départ, ils faisaient de la Ok. peinture à vélo pour Ah remettre ouais, en état les d'accord, ok. vélos et ce genre de choses, de l'huile aussi pour graisser les chaînes et ce genre de choses. Et en fait, encore une fois, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'avènement des maquettes plastiques, donc Airfix, je sais pas si tu vois ce genre de marque, Non, ça je Airfix, connais pas pour le coup. Revell, Matchbox, bref, tu sais, toutes ces maquettes à assembler. Et Humbrol s'est mis à la peinture dans ces petits pots, donc peinture à l'huile qui se mélange avec de la térébenthine et pas avec de la flotte, qui prend 8 heures à Mhm. sécher. Ouais. Un autre délire. Mais ouais, non, il y a des techniques en fait de peinture sur figurine. Alors entièrement à l'huile, évidemment. Mais il y a aussi un mix entre acrylique et peinture à l'huile. Et ce que j'avais essayé, c'est parce que j'avais découvert ça sur une chaîne YouTube. La chaîne, c'est Not Just Mecha de Marco Frizzoni, où il fait des peintures Enfin, c'est un grand malade, hein, et il est incroyable. Il est incroyable, Ouais, il fait des trucs de fou en un temps record, et il utilise justement des techniques de peinture à l'huile comme ça. Donc allez jeter un œil si vous passez par là, c'est intéressant. ouais, ouais. Moi j'ai testé aussi, enfin surtout dans ma jeunesse, la peinture à l'huile, mais alors le jour où j'ai découvert l'acrylique, Ouais. le confort en fait de Ah séchage, bah ouais. qui Bah, est... au-delà du séchage, en fait, pour moi, ce qui m'a vachement freiné sur la peinture à l'huile, c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout, c'est le nettoyage. Hmm, En fait, moi, je suis arrivé comme un gogol. Oh, j'ai ma palette. Bon, bah, t'as une palette, t'as un robinet. non. Et puis non, en fait, non, tu fais pas comme ça. Donc pourtant j'ai mis mon petit white spirit et tout Ouais, sur ma palette. Et puis après j'ai vu l'état de mon lavabo. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc. ouais. Je vais me faire tuer par ma femme. En plus, le lavabo il était flingué quoi. Donc j'ai passé trop de temps. J'ai passé plus de temps à nettoyer et tout plutôt que de faire des techniques classiques. Ouais, Donc c'est vrai que ouais, ouais, c'était aussi un peu le problème quoi. je vois bien le délire. Allez, terminons avec la dernière question. On est du milieu de la figurine. Toi, tu es peintre. Est-ce que tu saurais me citer, ça, le but étant qu'au fur et à mesure des différentes interviews du Bistrophic Pro, j'arrive à compiler ces informations, parce que j'ai pas le temps de tout chercher. Est-ce que tu Mhm. saurais me citer un film ou une série dans laquelle on voit des figurines? Ou quelqu'un en train de peindre des figurines même, ou un wargame, ou enfin tu vois le délire. Ouais, ouais, ouais. Alors, il me semble, parce que je regarde pas beaucoup de séries, et je pense que je regarde même presque encore moins de films, mais il me semble il me semble qu'on en voit dans Stranger Things. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Et ça, j'allais dire, c'est le plus facile parce que c'est le plus récent. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Et oui, quand il faut... Alors, si, enfin, on voit des figurines dans The Patriot. Sur une table tactique. Non, en fait, c'est parce que c'est des figurines qui appartiennent à un des fils de Mel Gibson. D'accord. Et en fait, à la fin, il a plus rien
pour fabriquer ses munitions. Et donc, du coup, tu le vois dans une scène un peu nostalgique, forcément, puisque appartient à son fils qui, je crois, en plus, est mort. Et en fait, il est obligé de faire fondre les figurines de son fils D'accord. pour en faire des balles. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment à vérifier. Là, je Et, suis et loin ben, d'être sûr à mais tu vois, 100%. je vais me le noter et puis j'irai vérifier ça dans tous les cas que tu te Et trompes bon ou que ce chance, hein, parce que le soit. film, il fait quand même un petit, un petit 3 heures, hein. Ouais, ouais, absolument. Et pour le coup, en plus, The Patriot, je l'ai vu, mais au moment de sa sortie, je l'ai pas revu une seule fois. Ok. Donc ce sera l'occasion. Ok, bah c'est cool, c'est intéressant. Yes. Dernière question qui est pas vraiment dans le quiz et qui va nous amener à la fin et à la conclusion de cet Mhm. échange. Aujourd'hui, donc, tu es peintre pro, tu es aussi formateur. Mhm. Quand les gens autour de toi te demandent ce que tu fais, tu dois brièvement leur expliquer. Et souvent, c'est mon cas aussi un petit peu, puis tu vas voir que c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement. On te dit plus que tu es un artisan ou on te dit plus que tu es un artiste. Euh, Bah, je dirais ni l'un ni l'autre, en fait. Si je devais en choisir un des deux qui ressort un peu plus, je pense que c'est plus artiste. Ouais. Parce que les gens voient plus le côté peinture Mm. que le côté service. Et Ouais. je pense que c'est ça qui les fait ranger ça dans la catégorie artiste. Maintenant, ce qu'ils voient beaucoup, c'est bah, tout simplement la chaîne YouTube, le fait que je travaille beaucoup en Mm. ligne, tout ça. Donc ça décale un petit peu en fait du statut d'artiste ou autre pour plus un statut de simplement micro-entrepreneur, quoi. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, tu es plus dans le truc entrepreneur. Et toi, tu te considères, si on devait dire entrepreneur, artiste, artisan, formateur? Euh, Bah, artiste, c'est gratifiant. Je sais pas si on Si, t'a perdu. c'est bon, normalement, on s'est Ok. récupéré. Ouais, je disais du coup, ouais, artiste, forcément, c'est gratifiant, ça fait toujours plaisir parce que je trouve qu'il y a un côté enfin, très positif. Quand on dit artiste, ça veut dire que tu arrives à créer de tes mains quelque chose qui peut être considéré comme de l'art. Mm. Donc forcément, c'est hyper gratifiant. Après, euh, pour le coup, oui, moi je me verrais plus. Alors, si on le classe en fonction du niveau d'activité, de comment je gagne ma vie. Aujourd'hui, je suis plus, ouais, prof de peinture, quoi. Mm. Plus qu'artisan, plus qu'artiste. Mais j'ai le secret espoir d'être un petit peu tout, finalement. Ouais, ouais, je vois. C'est dur, hein, c'est une question difficile de se classer tout seul dans ce genre de truc. Et Oui, puis en plus, c'est d'autant plus difficile parce que comment dire, ça cadre le truc d'un point de vue professionnel. mm, Alors que, bah, comme on le disait finalement en introduction, si aujourd'hui je devais me décrire avec un mot, c'est surtout passionné en fait. mm, Parce que c'est ça, c'est aujourd'hui j'ai un métier passion, j'ai la chance d'avoir un métier mm. passion. Et même si bien évidemment c'est pas facile, rose, simple tous les jours, ça reste un métier passion. Donc là-dessus, je sais que j'ai une chance incroyable de pouvoir en vivre aujourd'hui. Donc oui, c'est avant tout passionné. Maintenant, oui, pour un terme plus professionnel, je me classerai plutôt en tant que prof de peinture. Mais Ok. pour la simple raison que c'est ce qui me fait vivre le plus aujourd'hui. En tout cas, c'est l'orientation que j'ai donnée à ma micro-entreprise. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Je sais pas si depuis tout à l'heure, tu as une méga idée, mais tu es illuminé par derrière. On T'as dirait que tu as vu? une illumination, Non, c'est c'est magnifique. juste que voilà, il y a le soleil qui pointe le bout de son Bah nez ouais, dehors. ouais. Et du coup, je laisse un peu ouvert. Je suis plutôt un oiseau de nuit en général, mais quand il y a un peu de soleil, bah, je laisse ouvert, quoi. Yes. Ah bah, moi, tu Euh, vois, regarde, tu parles d'oiseaux de nuit. ouais, là Il t'es fait d'un. très sombre. C'est ça. Je termine avec un dernier truc parce que c'est quelque chose qui pour moi, selon moi, hein, bouleverse quand même considérablement le milieu de la figurine. Et j'aimerais connaître ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu aimes? C'est l'impression 3D. Comment tu vois ce truc-là dans l'avenir? Est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Alors, bah, en fait, c'est marrant parce que
avant qu'on fasse cet échange, tu m'avais dit, n'hésite pas si tu as des questions, tout ça. Et en fait, c'est clairement une question que je voulais te poser, quoi. C'est toi, aujourd'hui, quel est l'impact de l'impression 3D dans ton travail, dans ton quotidien, tout ça? Enfin, vraiment, j'imagine que c'est énorme. Bah, j'aurais bien envie que tu me répondes aussi par rapport à ça, mais vu que tu m'as posé la question, bah, Ouais. je vais quand même te répondre. Euh, Moi aujourd'hui, est-ce que je l'utilise? Alors pas personnellement, enfin pas personnellement, c'est-à-dire que j'ai pas d'imprimante 3D chez moi. Déjà premièrement parce que ça prend un petit peu de place et que j'en ai pas Mhm. nécessairement. Je pense pas que j'en ai tant le besoin non plus parce que finalement j'ai déjà beaucoup de choses en fait, donc je vais pas me réimprimer encore plein de trucs parce que ça serait complètement Ouais. délirant. Ouais, ouais. Après par contre, je pense que ça a beaucoup révolutionné le milieu de la figurine ces dernières années, notamment avec le développement de la pression résine, Mhm. parce que ah ouais, aujourd'hui on arrive à faire des trucs assez incroyables en termes de qualité, en termes de finesse. Ça m'arrive très régulièrement de peindre des choses qui sont justement en impression 3D, Ouais. pour des commandes notamment. J'ai peint notamment, je me rappelle, un orque, mais énorme, qui faisait genre 30 centimètres de haut, 30 centimètres de large. Enfin, c'était monstrueux. J'ai peint un Bruce Springsteen de 15 centimètres de haut, enfin des trucs énormes, De la mais aussi des collection. plus petites choses. Pardon? De la collection, là, du coup. Ouais, c'est J'imagine ça, plus ouais, de ouais, tout à fait, ouais. l'exposition de Ouais, statuettes, ce genre de choses, quoi. Ouais, tout ouais, à c'est cool fait. ça. Donc du coup, enfin voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que du coup aujourd'hui, tu arrives à, je pense, à un moment où il y a quasiment plus de limites dans la créativité en fait, quoi. Hmm. Tu t'imagines un truc, même si tu sais pas le faire toi-même, tu peux faire des commandes auprès de personnes bah, comme toi ou autres qui font des sculptes en 3D ou même encore en manuel, puis ensuite qui le remodélisent en 3D. Enfin, et derrière, ça peut ressortir. Donc en fait, j'ai l'impression que le chemin entre ce qui se passe là-dedans et le côté A tangible été réaliste a raccourci, ouais. jamais été aussi court. Hmm. Et c'est incroyable, quoi. Ouais. Enfin, un chemin plus court que ça, c'est je me fous un appareil sur la tronche qui fait un C'est hologramme ça. de ce que j'imagine, en fait. C'est Mais ça. on n'y est pas encore. Et du coup, le côté incroyable de ça laisse entrevoir plein de possibilités d'un point de vue créativité. Je trouve ça dingue. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des figurines qui sortent aujourd'hui qui sont ouf, quoi, et qu'on Hmm. n'aurait peut-être pas pu avoir il y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais, et puis surtout, ça a augmenté considérablement le panel de figurines existantes aussi. Parce qu'on n'a plus que des gros fabricants, on a aussi des petits Ouais. concepteurs dans mon genre, mais il y en a d'autres des mille fois plus connus et d'autres des mille fois moins connus aussi. Mais je crois que tu as bien résumé le truc en fait, sur vis-à-vis de mon point de vue sur ce truc-là, tu as bien résumé le truc sur vraiment le chemin entre l'idée et le produit, Mhm. qui ne peut pas être... Enfin, on va y venir à plus court, mais en fait, ce que je veux dire par plus court, ce sera le temps d'impression, le Mhm. nettoyage, parce qu'aujourd'hui, pour sortir une figurine de Warhammer, ou on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, Ouais. à l'échelle de ce jeu-là, sur une résine, c'est 3 ou 4 heures en gros. On va gagner encore du temps sur l'aspect technique. On va avoir des machines qui sortent ça en quelques minutes. J'ai pas trop de doutes là-dessus dans les 4-5 prochaines années. Mhm. Mais ouais, c'est un putain de bouleversement sur le fait euh, que c'est vachement moins d'investissement aussi. Enfin, c'est vachement moins de barrières. Quelqu'un qui se lance dans la sculpture 3D, n'a plus besoin de silicone vulcanisé, n'a plus besoin de savoir comment on fait un moulage, n'a plus besoin de savoir quel matériau utiliser pour faire de la sculpture à la main. Avant, on se posait la question, est-ce que là, je vais plutôt partir sur du milliput, du green stuff, de la plastiline? On se posait des questions sur l'aspect plasticien, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des vraies connaissances quasi en chimie pour savoir quel Ouais. matériau était le plus adapté. Pareil pour les métaux ensuite, quand on allait fondre dans nos moules en silicone vulcanisé, est-ce que au début c'était du plomb, de l'étain, ensuite c'était du métal blanc, etc. Enfin bref, il fallait se poser un millier de questions pour arriver au produit fini. Aujourd'hui, c'est vrai que tu vas dessiner en 3D, tu imprimes et point. C'est ça. Littéralement, ça a raccourci le chemin. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cet aspect-là. Et alors, sache juste sur l'aspect pro que moi, aujourd'hui, la sculpture 3D et l'impression 3D, c'est 100% de mon taf. Ouais, ok. Ce n'est que ça aujourd'hui, hein. C'est le Mhm. pack 3D que je fournis tous les mois.
ma boutique en ligne où j'imprime aussi, tu vois, j'en ai même là, ça c'est des crash tests. Ah, yes. Donc et moi, mon truc, c'est plutôt l'historique. Oui. Et voilà. Et voilà, voilà. Ok. Mais du coup, impression 3D, oui, c'est bouleversant, sans aucun Oui, non, mais doute. voilà. Non, mais en fait, je savais pas quelle proportion ça prenait chez toi. Tu me dis, voilà, 100%. Bon, bah, ça prouve à quel Ah point ça a ouais, ouais, été un ouais. bouleversement dans le monde de la figurine, quoi. Enfin, c'est assez incroyable de se dire qu'on est passé de l'ère du modelage manuel à progressivement quelque chose qui s'oriente de plus en plus vers du numérique et qui, encore une fois, qui permet de faire sortir tout ce qu'on imagine sur la table, quoi. Ouais, ouais. Bah, tu vois, l'aspect professionnel, moi, je sais pas, franchement, hein, si je serais encore professionnel de la figurine sans l'arrivée de l'impression 3D. Parce D'accord. qu'avant, j'étais, comme beaucoup l'ont été au début, peintre pro. Donc je Mhm. peignais, moi, mon level c'était tabletop, j'allais pas dans les hauts niveaux. Le but c'était de peindre des grosses armées, voilà, pour les Ok. passionnés de wargame, etc. Et sans ça, sans l'arrivée de l'impression 3D, je suis pas sûr que j'aurais continué ce boulot. Parce que Ok. répétitivité, parce que Oui, forcément. travail de dingue, souvent, si tu fais le calcul à l'heure, t'es payé, t'es pas super bien payé, finalement. Enfin, après, ça dépend des process, etc. Même si c'est un métier passion, je suis pas sûr que j'aurais pu le tenir, voilà, 10, 15, 20 ans, quoi. Ah ouais, bah c'est toujours pareil, hein, la passion c'est cool, mais ça, à la fin du mois ça fait pas manger, quoi. Donc bah, faut quand même qu'il y ait C'est un ça, juste milieu. c'est ça. Et bah écoute, moi dans l'ensemble j'ai terminé toutes les petites questions que je voulais aborder avec toi. Ouais, ok. Je te souhaite du coup plein de réussites, encore plein de réussites donc pour apprendre la peinture de figurines. Encore une fois, hein, je vais mettre le lien juste là. Ouais, super, je te remercie. Il y a pas mal, d'ailleurs, t'as pas mal de vidéos, hein, tutos sur YouTube qui sont accessibles gratuitement avant même de passer par l'aspect de l'école à payer. Il y a quand même, Ouais. t'as quand même partagé énormément de choses totalement gratuites sur YouTube. Ouais, en fait, c'était un peu l'idée, parce que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, en fait, qu'on me demande est-ce que tu as un Patreon, est-ce que tu as un Tipeee ou quoi. Et en fait, bah, j'explique que c'est voilà, c'est pas mon modèle à moi, Mm, que c'est très bien pour ceux qui veulent fonctionner comme ça, mais que moi, je préfère, pour ma part, en fait, bah, voilà, avoir ma chaîne YouTube qui est accessible gratuitement, mm, où j'essaye en général, j'essaye de faire une vidéo par semaine, c'est pas tout le temps possible, mais j'essaye de le faire. Donc une vidéo par semaine. Et puis voilà, derrière, si on veut, en gros, pour moi, l'idée, c'est de me dire, bah, si les gens me payent quelque chose, c'est parce qu'en plus, je leur fournis la formation. mm. Donc c'est voilà, c'est vraiment l'idée. Et en gros, mon objectif, c'est qu'à terme, la formation me rémunère suffisamment. Enfin, et d'ailleurs, les formations, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur l'école, mais que les formations me rémunèrent suffisamment pour que je puisse ne plus prendre de commission de peinture et du coup, peut-être augmenter le rythme des vidéos sur YouTube, quoi. Ouais, je vois le principe, mais c'est très cool. Bah écoute, je te souhaite que ça marche. En tout cas, si j'avais juste un truc à dire, c'est pas du tout un conseil, mais plutôt un simple retour. Et puis même, on me l'a déjà dit plein de fois de gens qui ont des entreprises 10 fois plus grosses que les nôtres, même si le but est... Enfin, moi, je veux pas devenir une multinationale ou je ne sais quoi, mais Ouais. c'est la régularité. C'est-à-dire que, effectivement, tu l'as dit, si tu arrives à sortir une vidéo par semaine, des fois c'est dur, hein, parce Ouais. qu'on a plein de choses à faire. Mais la régularité, ça paye forcément parce qu'en fait, tu vas créer une habitude chez les gens. Ouais. Et ce truc-là, c'est le truc auquel moi aussi j'essaye de me tenir. Et voilà. Yes, yes. Bah écoute, je je vais pas te dire que je le savais pas, Oui, mais oui, je vais non, quand même mais essayer je vais quand même essayer de continuer à le tenir parce c'est que ça, c'est bah ça, c'est ça. voilà, c'est quelque chose Et, que j'avais bien en tête, mais je pense que tu fais bien de le rappeler. ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas facile de s'y tenir, mais après quand on y arrive, bah si derrière ça marche, ça donne toujours plus envie de s'y tenir en fait, donc c'est cool. Exactement, exactement. Bah écoute Guillaume, je te remercie beaucoup. Encore une fois, vous avez tous les liens en description pour aller voir le travail de Guillaume, qui est donc peintre pro chez apprendre la peinture de figurine.com. Hein, je vais dire Et- ça. ouais, c'est apprendre la peinture sur figurine.com, Ok. comme ça, De toute façon, si vous le cherchez. le Mais lien voilà, il y aura le les lien, liens. Donc, c'est ce ça. sera plus facile de cliquer que de tout réécrire. Ouais, 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 absolument. Merci beaucoup Guillaume, je te souhaite du coup Merci à bonne toi. peinture, bon jeu, Yes. et puis de toute façon on reste en contact.
Ah bah oui, oui, carrément, avec Ça grand marche. plaisir. Merci Ah, beaucoup en tout cas de m'avoir fait partager ce bon petit moment ensemble, c'était vraiment cool. Et puis ouais, à très très vite. à très vite, ciao. Salut!